Les femmes dans les médias en RDC. Comment transformer la présence des femmes en pouvoir d'influence réel? Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Depuis le studio Fritz à Kinshasa, Madame Suzy Kibira. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Nous sommes là dans une émission spéciale en hommage aux 25 ans de l'existence de la grande émission Tribune des femmes animée par Madame Christine Lenzo, qui est journaliste, productrice des émissions à la radio-télévision nationale congolaise, avec comme conceptrice et productrice des émissions Madame Odia Malaika. Nous sommes honorés d'être reçus dans le studio Fritz à la Fondation Friedrich Ebert, avec comme invité de marque, nous avons sur ce plateau Madame Anne-Marie Makombo. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, je suis très très contente d'être là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Madame Anne-Marie Makombo est présidente par intérim de la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, activiste des droits des femmes également en République démocratique du Congo. C'est exact. Nous avons exactement sur ce plateau Monsieur Simon Mbosso Kiamputu, ancien député, consultant, ancien ministre, acteur politique, ancien ministre de l'Industrie et petites et moyennes entreprises. Bienvenue sur le plateau spécial. Merci de votre invitation. Nous avons également Madame Odette Babandoa, ancienne ministre des Transports et Voies de Communication, consultante internationale aux infrastructures et présidente nationale du parti politique Union des Patriotes Républicains. Bienvenue sur ce plateau spécial. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Honoré également de la présence de Madame Faïda Mwangiloa Fabiola, qui est ministre honoraire en charge de la condition féminine et famille, consultante au sein du bureau de consultation en genre et participation citoyenne et développement. Bienvenue sur ce plateau spécial. Merci beaucoup, Madame Suzy Kibira. Merci et encore une fois, nous disons merci à la Fondation Friedrich Ebert. Nous sommes là dans le beau studio Fritz de la Fondation Friedrich Ebert et notre thématique principale, c'est la participation politique de la femme en RDC. Comment transformer la présence numérique des femmes en présence d'influence réelle. Madame Anne-Marie Makombo, la participation politique des femmes en RDC, qui est justement le fait pour les femmes de prendre part égale avec les hommes aux décisions concernant le pays. Ça inclut le droit des femmes d'être candidates, d'être nommées, de décider, d'influencer. Mais quelles sont pour vous les représentations des femmes dans la communauté, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent être chefs en RDC? Oui, je commencerai par dire bien sûr que les femmes peuvent être chefs. Elles sont déjà chefs dans la plupart des cas, mais je dirais que nous n'avons pas encore ce que nous désirons. Notre génération de nous les femmes, nous avons introduit l'exigence de la parité, ce que nos aînés n'avaient pas conçu, n'avaient pas envisagé à l'époque. À l'époque, on voulait tout simplement que les femmes soient là. C'était, si je me souviens bien, on disait l'émancipation de la femme congolaise. Voilà, c'était le terme. Et aujourd'hui, nous mettons la barre plus haut, nous exigeons la parité. Et nous sommes loin d'avoir cette parité. Quand nous voyons, il y a des efforts, il faut l'admettre, il y a eu des efforts. Et nous avons appris à nous connaître, nous les femmes, à travailler ensemble. Ce n'est pas encore tout à fait ça, mais c'est en train de devenir. Quand nous comparons, par exemple, à nos aînés, elles travaillaient souvent en solo. Là, nous apprenons quand même à travailler ensemble. Et la chose que j'appuie toujours, si la femme n'est pas souvent mise en évidence, c'est que la femme est encore trop timorée. Elle est vraiment timorée, elle ne prend pas part aux activités publiques, elle ne donne pas de la voix, elle est assez timide pour prendre la parole. Moi, je dis toujours que la parole, c'est le pouvoir.
savoir parler, savoir exprimer ce que l'on veut, c'est ça le pouvoir. Donc, la femme doit apprendre à savoir prendre la parole en public et c'est comme ça qu'on apprendra à nous découvrir. Mais qu'est-ce qui bloque la femme? Parce qu'elle veut quelque chose et son contraire. À chaque fois, par exemple, qu'il y a une émission, c'est rare des femmes qui répondent à des émissions de télé, qu'elles répondent aux interviews. Et vous voulez le pouvoir, mais de l'autre côté, effectivement, ça vous c'est rejetez vrai. cette main tendue. Oui, voilà, ça c'est vrai. La femme, comme je l'ai dit, elle est assez timide de ce côté-là. On dira que ce sont les pesanteurs de notre éducation, tout ça. Moi, je ne dirais pas tout à fait ça, parce que nous avons maintenant beaucoup de femmes intellectuelles, beaucoup de femmes diplômées, et qui ont tenu tête dans les universités, dans les écoles, aux jeunes garçons. Mais quand il s'agit maintenant de prendre le devant, elles semblent reculer. Donc, elles n'ont pas encore ce courage-là. C'est ça qu'il faut maintenant booster. Il faut éduquer la femme, pousser la femme à prendre la parole en public. La parole, c'est le pouvoir. Merci beaucoup, Madame Marie Makombo. Monsieur Simon Bosoki Amputo, ancien député, consultant, ancien ministre. Notre thématique, je le répète encore, c'est la participation politique de la femme en RDC. Comment transformer la présence numérique des femmes en pouvoir d'influence réel? Si nous scrutons ensemble la présence des femmes dans les réseaux sociaux, un taux de participation des femmes dans Facebook, TikTok, dans les débats, comment est-ce que vous pouvez donner un point de vue par rapport à cette présence de la femme dans le numérique? Bien, merci beaucoup. Les femmes sont d'abord les plus nombreuses. Du point de vue de la population, on parle de 52% à peu près. Donc, du fait de leur nombre, elles auraient dû être beaucoup plus présentes. Mais il s'est fait que Mme Anne-Marie a commencé à poser des problèmes. Il y a une certaine forme de timidité et surtout pas une grande, aptitude à prendre des risques. Que les femmes ne prennent pas suffisamment, n'aiment pas prendre beaucoup de risques. Nous avons créé un parti politique ensemble avec Anne-Marie Arc. Moi, j'étais premier vice-président, elle était parmi les responsables. Et nous sommes allés aux élections en 2006. Nous avions beaucoup de femmes, mais très peu ont pu émerger, ont pu se faire élire. Et je crois que cet aspect de prise de risques des femmes depuis l'enfance, même dans les universités, quand nous sommes aux études, quand il y a des manifestations, quand il faut aller marcher, quand il faut aller prendre de l'engagement, quand il y avait des problèmes, on trouve très peu de femmes, déjà au niveau estudiantin. Et moi, je me rappelle la grande marche de 1992, la marche des chrétiens. Quand je sortais de chez moi à la maison, ma mère était là et mon épouse, elles ont commencé à pleurer. Moi, je vais à la marche, elles ont commencé à pleurer. Si je n'étais pas assez courageux, je ne serais pas parti à cette marche. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, vous voyez, et je crois que c'est un des aspects sur lesquels on doit travailler. Moi, je suis consultant dans le domaine de la gestion du changement. Il y a des techniques, des formations qui se font dans ces domaines-là. Et tant que les femmes n'auront pas suffisamment d'engagement dans la prise de risques, ils auront difficile à passer de cet engagement de leur nombre à une capacité réelle de faire changer les choses. Autre aspect, j'ai beaucoup accompagné les femmes de notre parti à l'époque dans les campagnes électorales. Ici, Kipele, qui avait été élu à Bondo, et m'a raconté une chose, elle m'a appelé au téléphone et dit vraiment, j'ai des problèmes ici. Les femmes elles-mêmes n'aiment pas voter pour les femmes. Il dit, les femmes là-bas disaient, si nous votons un homme, il va prendre en charge beaucoup de femmes, mais si nous votons une femme, elle va s'occuper d'elle-même et de sa famille. Donc, c'est aussi un aspect du problème. Comment amener les femmes à avoir confiance en leurs propres sœurs, aux leaders féminins, à ceux qui s'engagent, à ceux qui se portent candidats et à ceux qui assument des responsabilités.
Alors, maman Odette Babandoa, les femmes ne votent pas pour leurs consoeurs. Êtes-vous de cet avis? Bon, c'est un peu partagé. Hein? Moi, je crois que quand vous vous imposez dans la société, quand vous apportez l'influence, même les femmes vous adoptent. À mon expérience, là où j'ai eu à émerger, c'est quand une femme m'a prise en charge. J'ai été conseiller au cabinet Kengwadondo. Quand je suis arrivée, mon chef direct, le conseiller principal de ma section, c'était une femme, Julie Mukendi. Mais cette femme-là, quand elle m'a accueillie, elle avait un peu des appréhensions. Les premiers jours, les deuxièmes jours qu'on a passés ensemble, je crois qu'immédiatement, elle m'a adoptée. Avant même que le Premier ministre qui m'a recommandé pour que je sois dans cette section-là ne sache que j'étais déjà là, elle m'avait adoptée. C'était par ma façon de travailler. Donc, il faut d'abord s'imposer, avoir de l'influence dans les milieux dans lesquels tu évolues. Et même les femmes vont t'accepter. Ce n'est pas une question que les femmes n'aiment pas voter pour les hommes, mais c'est celle qui veut être leader qui doit apprendre à s'imposer dans ces milieux-là pour qu'elle soit acceptée. Madame Babandoa, comment réfléchir sur les mécanismes ou stratégies qui permettent de convertir une communauté en ligne en mobilisation physique? Oui, cette question-là, quand j'ai vu votre thème, ça m'a un peu fait travailler dans l'esprit, quoi. Parce que je ne pense pas que le numérique, c'est ce qui apporte l'influence. Hein? Le numérique, c'est un outil qui accompagne l'influence. En notre temps, quand nous avions commencé à travailler, moi, j'étais partie dans une société en faillite, dans le chemin de fer de Zouélé, dans la Grande Orientale. C'était une société en faillite. Hein? Et quand je partais là-bas, alors que j'ai quitté le cabinet du Premier ministre où j'avais tout pour aller là-bas, les gens croyaient que c'était pour aller mourir. À ce moment-là, il n'y avait pas l'influence numérique dont on parle là, de TikTok, de Facebook. Mais pour que tu puisses créer ta force, ton influence, il faut avoir à répondre aux problèmes réels qui se posent dans la société. Et quand tu as réussi à répondre à ces problèmes-là, tu acquiers l'influence. Et cette influence-là peut maintenant s'accentuer avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est facilité. Mais avant, il fallait faire la force sur le terrain pour qu'on arrive à t'apprécier, dire non, cette personne, elle est incontournable. Et les cris partent. Non, là-bas, on a vu tel travail, c'était fait par cette femme-là. Oh, là-bas, on a vu tel travail. Je n'étais pas là. Quand l'AFDEL est arrivé, je n'étais même pas dans le groupe de l'AFDEL. Mais on a fait de moi ministre des Transports. C'est à partir de l'influence que j'avais laissée sur le terrain là-bas. On a vu mon action. Et le président, quand il a pris le pouvoir, Laurent Désiré Kabila a dit, la femme qui a transformé les camions Majorus à locomotive pour résoudre les problèmes de transport, d'évacuation des marchandises, de production agricole, des pauvres paysans qui étaient là-bas, cette femme, on doit la retrouver pour être ministre des Transports. C'est que j'avais laissé mon influence là-bas. Et je n'avais pas utilisé les réseaux sociaux. J'ai résolu seulement un problème existant. C'est que quand on arrive à résoudre le problème existant, on a une idée. On s'est transformé cette idée-là en action concrète dans la vie des citoyens. Aujourd'hui, ça se facilite, que ça peut se faire découvrir rapidement à travers le Facebook et partout. Mais avant, c'était vraiment l'effort sur cette place. Mais Madame Babandoa, cette influence politique, actuellement, on retrouve sur le terrain des femmes politiques qui battent en campagne, c'est en échange de l'argent. Et certaines ne se font même pas élire. Quelle stratégie adopter? C'est dommage, la démocratie telle qu'elle est interprétée aujourd'hui, ça ne peut pas faciliter l'accès au pouvoir d'une grande majorité des femmes. D'abord, la femme, comme on dit, que ce n'est pas quelqu'un qui prend les devants. Mais dans un monde normal, c'est la femme qui mène. Parce qu'aujourd'hui, si beaucoup de ménages vivent, c'est grâce à l'effort des femmes. Les femmes contribuent à l'économie, les femmes contribuent au ménage, au bien-être de la famille. Ce sont les femmes qui contribuent. Mais la femme est réussie dans un environnement normal, pas dans un environnement piégé. J'ai pu parler, par exemple, nous sommes allés à Sun City. Si, il y avait combien de femmes?
Vous croyez que c'est parce que les femmes n'ont pas pris le devant? Ketmil et Massire qui avaient conduit Sun City dans son bureau pour y accéder, faire inscrire son nom, afin que tu sois sur la liste de ceux qui partaient à Sun City. On a vu des hommes enlever des chemises, sauter par la fenêtre pour tomber là-bas à l'intérieur, pour qu'on mette son nom sur la liste. Mais moi, une femme, est-ce que je vais faire ça avec ma robe, avec ma jupe, ou je vais me déshabiller pour me jeter par la fenêtre, entrer et bousculer les gens? Ça, je ne peux pas le faire. Mais là où il y a l'ordre, la femme va s'aligner. Quand il y a les armes qui sont là-bas, la sécurité, les hommes peuvent aller faire la rébellion. Vous avez déjà vu une femme qui a fait la rébellion? C'est que ceux qui ont fait la rébellion, qui s'opposent par les armes, ce sont eux qui récupèrent l'influence en politique. Et nous, les femmes, nous ne faisons pas la rébellion, nous ne prenons pas les armes. C'est que nous restons ici pour négocier avec eux, et qui ont la force de s'imposer. Et c'est ça qui nous bloque. Merci beaucoup, Madame Babandoa, Madame Faïda Mwangilwa Fabiola. Les processus de paix en cours, mais l'absence de femmes se fait sentir. Point de vue. Merci beaucoup. Je veux d'abord, il y a des choses qui ne peuvent pas passer sous mes oreilles sans pour autant réagir. Je venais de suivre tout au long de ce petit débat que les femmes ne prennent pas de risques. Non, c'est du matin au soir que les femmes prennent des risques. Vous les retrouvez en dessous des camions, vous les retrouvez dans le marché, tôt matin à 4 heures. Suivez la radio au Capi. Qu'est-ce que les femmes ne font pas pour la survie des ménages? Et de deux, même en étant de guerre, Madame Babandoa, il y a des femmes aussi qui se sont battues. Moi, je faisais partie d'un groupe armé, mais désormais, j'ai pris la décision de travailler pour la paix parce que ce n'est pas par la guerre qu'on va résoudre le problème de la RDC. Il faut y aller à travers l'éducation citoyenne, ce qui va nous ouvrir vers la tolérance, vers la gouvernance. Et c'est un travail que nous devons faire du jour au lendemain. Mais maintenant, pour répondre à ta question, Madame Souzi, je vous assure, c'est un combat. Les femmes sont en train de travailler pour influencer. Et c'est comme ça que je suis venue participer à cette émission. Comment faire en sorte que nous quittions des déclarations en termes numériques, mais aller dans la transformation de notre société. Des fois, je suis choquée lorsque je vois, lorsqu'une femme passe au pouvoir, agit de la même manière qu'agissent les hommes en termes de corruption, en termes d'immoralité. Ça me gêne parce que notre combat, c'est pour que les choses avancent et pour que la transformation de notre société soit réelle par les femmes, pour les femmes, ensemble avec les hommes. Et voilà notre combat. Et je ne pense pas qu'on a échoué. Bien sûr, des défis sont énormes. On pourra peut-être y revenir. Mais notre souci est que la RDC bénéficie des atouts à la fois des hommes comme des femmes. Madame Faïda, vous avez dit que les femmes travaillent pour influencer. Mais y a-t-il un exemple en RDC, une campagne digitale a vraiment fait plus pour faire changer une décision politique? Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Depuis un temps, vous suiviez, nous devons changer la constitution, un référendum. Des fois, on entre dans des débats qu'on ne comprend pas. Mais à un certain moment, le chef de l'État a pris la parole pour dire « Je suis ouvert au dialogue inclusif ». Vous pensez que c'est venu comme ça? Il y a eu une pression au niveau du digital et tout le monde s'était prononcé, pas seulement à travers les chaînes nationales, mais à travers les réseaux sociaux. Et voilà, on a obtenu ce qu'on a obtenu. Mais bien sûr, on n'agit pas encore. Et ça, je dois vous dire, on n'est pas encore arrivé à se constituer à un mouvement fort qui change les choses. Ça reste une faiblesse au sein de nos organisations de défense des droits des femmes. Comment se constituer à un mouvement féminin fort, comme ça s'est fait en Afrique de l'Ouest, comme ça s'est fait ailleurs, parce que nous vivons beaucoup de défis et nous devons apprendre à être les actrices des changements. Vous ne pouvez pas vous dire que vous travaillez pour les changements alors que vous êtes de l'autre côté du changement. Non,
vous devez vous-même être actrice ou acteur de changement ou du changement que vous voulez. Mais quel contenu numérique, Madame Anne-Marie Makombo, qui permettent aux femmes d'être recommandées et vues par les décideurs? Quel contenu numérique? Parce qu'on en voit dans les réseaux sociaux plusieurs femmes, mais quel message transmis? Non, moi je pense que tout contribue à faire que les femmes puissent se faire connaître, se faire entendre. Il ne faut pas absolument pointer seulement un seul côté. Donc, moi, je dirais plutôt que ça, c'est mon leitmotiv, c'est la parole. La femme, partout là où elle peut parler, faire entendre sa voix, elle doit parler. Et je pense que les choses changeront. On a tendance, effectivement, ouvrez par exemple la radio, lisez tous les TikTok, la majorité, ce sont des hommes qui parlent. Ce sont des hommes qui échangent leurs idées. En ce moment, nous avons les grandes discussions sur, par exemple, la Constitution. Faut-il changer la Constitution ou pas? La majorité des gens qui osent parler, qu'on entend, ce sont les hommes. On n'entend vraiment pas les femmes. Et bien que les femmes se réunissent entre elles, parlent de cela, mais pour faire sortir leur voix en dehors, qu'on puisse vraiment les suivre, non, là, elles deviennent... elles n'osent pas, Et s'afficher sur une idée, par exemple, même qu'un responsable a pris une idée sur ça, elle est contre. Parler à haute voix, dire qu'elle est contre ça, elle n'osera jamais. Je donne par exemple l'exemple, moi, quand j'étais députée, il fallait voter l'article 70 sur le nombre de mandats du président de la République. Nous recevons le mot d'ordre de notre parti politique qu'il faut voter un mandat indéterminé. Je me suis opposée là-dessus. Non seulement je me suis opposée, mais on a formé tout un groupe au Parlement pour aller contre ça. Et je peux me vanter aujourd'hui que c'est cet article-là dans la Constitution, j'ai joué un grand rôle là-dedans. Donc c'est ça que nous demandons aux femmes, de ne pas avoir peur. Moi, on me disait, mais on va vous chasser du Parlement. On dit, mais on a quand même chassé. Au moins, j'aurai ma conscience tranquille. Quand je vais me regarder devant un miroir, savoir que j'ai fait ce que ma conscience me disait de faire. Et non parce que j'ai peur de perdre mon poste, etc. Non, que vont penser les autres, je ne le fais pas. Donc c'est ça que nous demandons aux femmes, à certaines femmes. Participation politique de la femme en RDC. Comment transformer la présence numérique des femmes en présence d'influence réelle? Mais existe-t-il, Madame Anne-Marie, un réseau des femmes influentes en ligne, ici en RDC, qui peut permettre de booster les... Hélas, non. Moi, à ma connaissance, non. Je vois, effectivement, il y a CAFCO, il y a l'IFC, mais c'est pas encore ça. Moi, je trouve qu'il faut aller appeler un chat. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Enfin, ne pas tourner autour du pot. Non, il faut qu'on soit plus musclé. Et comment créer cette solidarité numérique pour amplifier les campagnes, par exemple, les plaidoyers en faveur de la promotion des femmes? Les femmes doivent enlever ce défaut-là que nous commençons à avoir, les défauts comme les hommes. Nous avons toujours notre petit agenda caché. Et quand on lutte pour quelque chose, chacun essaie de voir comment placer son petit agenda caché. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et si on était beaucoup plus clair, beaucoup plus honnête, enlever ce défaut-là qu'ont en général les politiciens hommes, que nous commençons vraiment à prendre comme habitude, si on enlevait ça, je pense que nous pourrons aller de l'avant. Monsieur Simon Bonso, est-ce que dans vos partis politiques en RDC, vous intégrez la communication digitale des femmes dans vos programmes? Bien.
Avant de répondre à la question, je voudrais aussi apporter un petit rectificatif. Ma collègue ici, parlant de la prise de risque, a voulu rectifier ce que j'avais dit en parlant des femmes commerçantes, des femmes de ménage. Je crois qu'ici, nous sommes dans la participation politique. J'ai parlé de la prise de risque dans ce domaine-là. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut me démontrer avec des faits concrets qu'il y a de nombreuses femmes qui prennent des risques dans le domaine de la participation politique. D'ailleurs, Madame Anne-Marie vient de, en répondant à votre question, de voir que même dans le domaine du numérique, on ne voit pas dans les débats politiques, dans les communicateurs, dans les débatteurs, on ne voit pas suffisamment de femmes, des gens qui s'engagent, qui viennent débattre autant que les hommes. Quand nous faisons les listes électorales, nous avons beaucoup de problèmes. On a imposé, je crois, un minimum de 30% de femmes sur les listes. Mais pour les avoir, c'est un combat. C'est un combat, même mes collègues qui sont des dirigeants des partis politiques, qui sont des femmes à la tête des partis politiques, pour pouvoir aligner suffisamment de femmes sur les listes électorales. C'est ce qui se traduit au niveau du Parlement par le peu de femmes qui arrivent à se faire élire parce que déjà, on a des problèmes à remplir leur liste. Je reconnais que nous, nos mamans, au fond des champs, j'étais ministre de PME, j'ai beaucoup travaillé avec les organisations féminines, des femmes qui se battent. Là, il faut reconnaître qu'ils jouent un rôle comme entrepreneurs, comme femmes commerçantes, mais nous sommes focalisés sur la participation politique. Alors, vous dites si dans nos partis, j'ai répondu en partie à cette question, pour pouvoir impliquer, engager, motiver beaucoup de femmes dans ces domaines, il faut qu'elles soient présentes. Il faut en avoir suffisamment. Mais pourtant, si on regarde dans les partis politiques, M. Bosso, elles sont majoritaires. Non, c'est la foule qui est majoritaire. Mais dans les cadres qui viennent pour diriger, il y en a très peu. Des femmes comme Marie peut témoigner. Elles ne sont pas très nombreuses qui vont. Celles qui sont candidates, qui descendent sur le terrain. Mais il faut reconnaître qu'il y a un problème qui est général dans notre pays. Pour moi, j'ai toujours considéré que les grands facteurs qui favorisent ce genre de situation, c'est la pauvreté et l'ignorance. Ce sont les deux grands facteurs, la pauvreté et l'ignorance. Vous avez dit qu'aujourd'hui, pour se faire élire, il faut distribuer de l'argent, il faut distribuer des pagnes, il faut distribuer des choses à manger. Et souvent, ceux qui ont les moyens de faire cela, moi, j'avais fait une proposition quand nous étions au Parlement pour qu'on puisse interdire, même dans la loi électorale, qu'on interdise la distribution des biens et de l'argent dans les campagnes. Les gens se sont opposés. Ça n'a pas pu avoir une majorité. C'est dommage. Parce que si pour être dans une situation d'égalité des chances, il faut être à égalité de conditions. Mais les gens qui ont beaucoup de moyens, même qui n'ont pas étudié, et s'ils ont beaucoup de moyens, qui viennent de distribuer des biens, ceux-là, les gens les suivent. Et comme la pauvreté, ça atteint surtout les femmes, et les femmes ne suivent pas, ne votent pas pour leurs collègues femmes, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'ont pas les mêmes possibilités à leur distribuer des biens et de l'argent. Et pourquoi les femmes ne prennent pas le risque, Madame Babandoa? Non. Les femmes prennent le risque, mais à un certain niveau. Et je vous ai dit ici que pour que les femmes prennent le risque, il faut que le monde soit normal. Il y a de ces risques-là où les femmes ne peuvent pas s'engager. Non? J'ai parlé du cas que j'ai vécu pour aller à Sun City. Les femmes n'étaient pas là. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris le risque, mais ils n'ont pas la capacité qu'ont les hommes. Parce que les hommes peuvent, pour tout, les hommes peuvent bousculer. S'il faut même payer l'argent, les hommes peuvent payer. Mais les femmes dans la société aujourd'hui, ce sont des gens qui vivent souvent en dehors de ceux qui font les commerces. Ceux qui vivent, ils vivent de leur salaire. Quand vous êtes enseignant, avec votre salaire d'enseignant, vous allez corrompre qui? Quand vous êtes médecin, avec votre salaire de médecin, vous allez corrompre qui? Mais ceux qui manipulent l'argent, ce sont les hommes qui savent comment l'argent arrive. Mais moi, j'étais magistrat.
avec mon salaire de magistrat, est-ce que je peux faire des économies pour que demain, j'aille corrompre? Non. C'est ça, ce qui fait la limitation. Et même pour l'histoire de vote, son Excellence Mbosso venait de le dire, la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas vous avez convaincu avec les arguments. C'est quand nous allons arriver dans une démocratie où la vision qu'une personne a s'impose pour qu'on le vote, le numérique marchera à ce moment-là. Parce que vous allez utiliser vos arguments à travers le numérique, vous allez véhiculer votre message, on vous écoutera. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est tu donnes plus et on te vote. Et si tu n'en as pas, on ne va pas te voter. Je suis allé à la Cour constitutionnelle contre la loi électorale. J'ai soulevé l'inconstitutionnalité de cette loi-là. Quand on vous met une caution de $1000, une femme qui est enseignante dans son village, qui est en mesure de se faire élire parce qu'il a rendu d'énormes services dans ce milieu-là, pour qu'il trouve les $1000 de caution pour qu'il soit député. C'est tout un problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va finir par aller s'aligner dans une liste où elle ne croit même pas à cette liste-là. Mais elle s'aligne tout simplement parce qu'elle doit avoir les $1000 ou il doit atteindre le seuil. Le seuil, c'est aussi notre histoire. Tu peux aller seul, avec tes propres moyens, mais quand tu n'as pas le seuil, tu ne passeras pas. C'est que tu es obligé d'aller t'aligner dans une liste à laquelle tu ne crois pas parce que tu dois avoir les $1000 pour payer, parce que tu dois avoir le seuil à atteindre. Et ça bloque aussi la femme. Il faut qu'on libéralise la démocratie et qu'on définisse les normes, les normes de la gestion de la démocratie. Tant qu'on n'a pas défini correctement, d'une manière désintéressée, objective, la femme ne pourra pas émerger. Je reviens encore sur la même question, Madame Faïda Manguilwa. Les femmes ne prennent pas de risques et pourtant, elles sont dans la société civile, elles sont dans les partis politiques. Et M. Mbosso insiste, les femmes ne prennent pas de risques. Même majoritaires dans les partis politiques, on ne les sent pas. Encore merci, mais j'insiste ici, les femmes prennent des risques. Nous sommes sur un terrain politique et les femmes prennent des risques. Plus de 40 ans, avant j'ai commencé dans le milieu étudiantin, j'étais étudiante et on a pris beaucoup de risques pour bouger les choses vers les années 90. On a même failli perdre nos années académiques parce qu'on était en train d'être identifiés, ces filles-là. Et les garçons nous faisaient toujours passer devant, croyant que si vous faites passer les filles devant, la police va se réserver. Non, on était chicotés tout le temps, chicotés, mis en cachot, pour demander la démocratisation dans ce pays. Oui, lors des élections, on me dit les femmes ne sont pas là. Je vous ai dit ici au début, qui détiennent le pouvoir au sein des différentes institutions entre les hommes et les femmes, dans les églises, en famille, dans la police, l'armée, les institutions. Mais ce sont les hommes. Pour aller chercher les femmes, pour chercher les hommes, c'est facile à les trouver. Ils identifient les hommes qui ont un peu de moyens. Mais ils ne font pas un effort pour chercher les femmes. Il y a 10 ans, 15 ans, on nous disait dans les institutions, au niveau du gouvernement et autres, il est difficile de trouver les femmes. Pourquoi aujourd'hui nous avons plus de 30% de femmes? Où est-ce qu'on les a trouvées? C'est toujours dans ce pays. Donc, c'est d'abord une question de bonne volonté. Bien sûr, on doit continuer à travailler parce qu'aussi, il faut comprendre les réalités politiques dans lesquelles nous évoluons. Une femme a difficile de vendre sa maison et à se battre pour les élections. Et elle va se poser des questions et dire, mais où est-ce que je vais laisser mes enfants? Oui, et beaucoup d'hommes aujourd'hui ont souffert à cause de ces risques-là. Donc, il y a lieu de voir les choses autrement et se dire, construisons notre démocratie en élaguant certaines antivaleurs. Et je pense que les choses peuvent mieux évoluer pour les femmes. Hein. Les risques en politique, les femmes les prennent et nous continuons à les faire. Et elles sont nombreuses, sinon, je pouvais même évoquer quelques cas. Je ne vais pas faire la promotion des unes et des autres, mais dans ce pays, il existe des femmes qui ont pris des risques et qui ont fait avancer leur
organisations politiques créées ou pas par les hommes, mais elles sont là et elles sont nombreuses. D'ailleurs, il y a une jeunesse qui vient avec beaucoup d'élan. Malheureusement, dans nos réseaux sociaux, c'est plus les négatifs qu'on montre. On montre un coup contre des femmes qui sont en politique et on montre ça des gens qui peuvent passer tout leur temps pour connaître les pères d'un enfant. C'est triste. On ne le fait pas avec les hommes. On ne le fait pas avec les hommes. Madame Faïda Mwangiloa, on parle de notre sujet par rapport à comment transformer la présence numérique des femmes en présence d'influence réelle. Mais est-ce qu'une influenceuse politique a un vrai poids, notamment pour faire passer certaines lois? Nous avons suivi Madame Anne-Marie Makopo qui a relaté l'autre fois que quand elle était députée, elle a fait passer certaines lois. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le numérique. Est-ce qu'une influenceuse politique, parce qu'on peut le dire que vous l'êtes quelque part, parce que vous êtes des femmes qui influencez la communauté congolaise, est-ce qu'une femme influenceuse politique a un vrai poids pour notamment ce genre de questions? Les influenceuses politiques sont là et elles publient dans les réseaux sociaux. Mais comme notre communauté est plus affectée ou plus intéressée à des choses banales, mais c'est ce qu'on ressent. Si vous allez devant un miroir, vous dites, regardez-moi ce bouton ici. Pourquoi j'ai ce bouton? Le miroir va te dire quoi? C'est ton bouton. Donc ici, en République démocratique du Congo, on est plus attiré vers le sensationnel que d'être attiré vers les choses réelles. Voilà. Vous pouvez organiser vos conférences ici. Nous les faisons plusieurs fois. Vous ne verrez pas des jeunes venir, mais organisez votre concert. Je ne suis pas contre les artistes ou quoi. Ils seront là donc. Qu'est-ce que nous traçons? Qu'est-ce que nous donnons comme valeur aux membres de notre communauté, à notre jeunesse? C'est tout cela les débats. Et c'est une grande responsabilité, à la fois pour les hommes et même pour les femmes, pour aller vraiment vers l'influence numérique de qualité. Je ne dis pas en quantité, en qualité. C'est cela. Dans ce joli studio, Fritz de la Fondation Friedrich Herbert répondait chacun pour nous dire comment éviter de tomber dans le buzz à travers la communication, parce qu'on est dans le sujet. Comment éviter de tomber dans le buzz, Madame Faïda Mwangiloa? Oh, merci beaucoup. Tout ce qu'on doit faire, on doit faire de son mieux pour garder sa ligne de conduite. Et je vous assure, je fais de mon mieux. Et j'invite beaucoup de filles sur le travail qu'on fait, du matin au soir, dans toutes les provinces où nous pouvons aller. Nous le faisons pour dire aux jeunes filles, évitez, soyez vous-même, parce qu'au niveau de nous sommes des Congolaises. Et la RDC a des valeurs culturelles positives. Exploitons les valeurs culturelles positives et nous verrons que nous pouvons éviter tout ce qui peut nous désorienter. Madame Anne-Marie Makombo, comment éviter de tomber dans le buzz, dans la communication? Parce qu'actuellement, ce qui est suivi, en tout cas, tel que Madame Faïda vient de le relever, c'est vrai qu'on se présente, on présente sa coiffure, on présente sa tenue, on a plus de vues. Mais quand vous emmenez un discours pour édifier, échanger, c'est un peu difficile. Et plusieurs personnes, même femmes politiques influenceuses, tombent dans le buzz que dans la communication. Comment éviter? Je dirais plutôt en tenant compte en restant soi-même. Voilà, en restant soi-même, en tenant compte de son éducation, comment vous avez été éduqué et ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Souvent, on a peur. On se dit, si je dis ceci, comment les gens vont prendre ça? C'est vrai que nous sommes des femmes et des hommes politiques, il faut quand même soigner le parler, mais en le dénaturant pas. Il ne faut pas dénaturer ce que vous pensez parce que tout simplement vous voulez qu'on parle de vous, etc., etc. Donc, il faut rester soi-même et voir exactement de quoi la population a besoin. Comment diriger cette population pour que les choses puissent aller mieux? Moi, je dirais ça. Monsieur Simon Bosso, comment éviter de tomber dans le buzz dans la communication? Peut-être par exemple consultant,
Dans une entreprise, on fait du marketing en fonction des besoins de la clientèle. Et quand vous venez dans un moyen de communication, dans un espace de communication, si les gens tombent dans les buzz, parce que ça répond à un besoin aujourd'hui de la société qui s'accroche plus à ce genre de choses dont madame a parlé. Moi, nous sommes allés faire des conférences sur les campus. Nous étions de ces étudiants qui avaient été victimes des massacres du 4 juin 69, avec les de Sonji, les Gandodo, des autres. Nous sommes allés 30 ans après pour aller rappeler à nos jeunes, à nos enfants qui sont là, l'essence de notre combat. À l'époque, comme Mme Faïda disait, quand se faisait chicoter en premier lieu, nous nous sommes fait tirer dessus. Mobutu nous a enrôlés dans l'armée. On a passé 2 ans en tenue militaire. Mais la salle de promotion, qui a une capacité de 1500 à 2000 places, n'était même pas remplie, et peut-être pas la moitié. Mais quand un musicien, un influenceur dans ce domaine-là arrive sur les campus, la salle est pleine à craquer, les gens sont jusque dehors. Mais alors, si vous allez, vous, un acteur politique, leader politique, vous voulez passer un message pour que vous soyez entendu et écouté, si vous êtes dans l'optique marketing, vous devez passer les messages qui correspondent aux attentes de cette population-là. Sinon, bon, il y a des gens qui n'émergeront jamais. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont devenus des députés parce qu'ils se sont mis dans ces couloirs-là, dans ces créneaux-là, qui est de dire ce que les autres attendent, ce qui leur fait plaisir, ce qui les attire et les accroche. C'est ça le problème. Vous devez faire un choix, soit de vous faire accepter parce que vous passez les messages et vous mettez les boutons qui plaisent. Hein? Vous êtes un influenceur, mais un vrai leader crée d'autres leaders. Une influence crée des suiveurs. Madame Babandoa, votre point de vue. C'est que Son Excellence Mbosso vient de dire. Quand on fait le buzz aujourd'hui, c'est l'immoralité qu'on est en train de véhiculer. Là, on a les insultes, là, tout le monde suit. Alors que le numérique devait nous servir aujourd'hui à véhiculer les messages qui permettra à instruire, à former, à faire avancer la démocratie. Quand vous passez votre temps à instruire, à éduquer, il faut avoir la force. Mais Madame Babando, est-ce qu'il y a, Madame Anne-Marie Makombo, est-ce qu'il y a des émissions qui ont accompagné les femmes et qui leur ont permis de pouvoir quand même communiquer et redresser les valeurs? En tout cas, les émissions... Oui. Ah, c'est à Anne-Marie qu'on a posé la question. Madame Anne-Marie, comme ça, Madame... Il y a des émissions qui vous permettent à véhiculer des messages. Oui, la preuve, nous parlons de l'émission de Maman Odia. Oui, elle nous a beaucoup soutenus à l'époque. Quand on voulait faire passer, par exemple, quand on était dans le combat de la parité, on en parlait et ça nous a beaucoup aidés. Et en parlant, on prend des faits simples de la vie de tous les jours. Et les choses passent. J'ai fait d'ailleurs une émission, malheureusement là on dit on est contre le buzz, mais mon émission a fait le buzz, est allée même dans d'autres pays, parce que tout simplement je parlais de quoi? Je parlais de la nationalité. De la nationalité, voilà. À ma grande surprise, mais ça fait un buzz inimaginable. Donc j'ai pu faire passer un message. Donc il y a des émissions qui vous aident comme ça. Et vous parlez des choses réelles. Mais il faut j'insiste toujours, effectivement, nous sommes des politiques. Et il faut avoir le langage qui peut accrocher votre public. Il faut chercher ce langage-là. Il faut essayer de les prendre par leurs points sensibles. Et c'est comme ça que
vous arrivez à faire passer votre message. Mais si vous restez là, des scientifiques, comme des savants, avec des termes où il faut aller chercher le dictionnaire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, le message ne passera pas. Le message ne passera pas. Nous voyons ça quand nous allons à la base, même pour parler à la population. Moi, j'apprends le langage l'argot, on peut dire l'argot de la population. Quand ils n'appelleront pas un bic, ils appellent par leur nom, il faut apprendre cela. Il faut s'adapter à cela pour pouvoir faire passer votre message. Madame Babandoa, nous revenons à vous par rapport à cette question pour éviter le buzz dans la communication. Quelle stratégie adopter en tant que femme politique? Oui, j'ai commencé par dire ici que les buzz aujourd'hui, c'est quand ce sont les insultes qu'on véhicule. Mais il y a quand même des influenceuses politiques. Et je peux dire que j'ai fait partie de cela. Quand vous passez à la télé, on vous suit avec admiration. Quand vous développez le sujet de la société, on vous écoute. Et ça peut constituer les buzz que nous cherchons pour créer des ponts entre les leaders politiques et la base. Je me souviens en 2005-2006, ici, quand on battait campagne pour la loi référendaire, la Constitution, moi, j'avais pris fin et cause pour dire non à cette Constitution-là. Je suis passé partout, à la télévision, sensibilisé dans les églises. Je croyais qu'on ne me suivait pas, parce que j'étais affectée. Je croyais qu'on ne me suivait pas. Mais un jour, il y a un musicien qui devait chanter au stade ici. Les gens étaient venus en affluence, vraiment. Là, le stade était plein. Et moi, j'ai passé, ça devait faire 2 ou 3 jours avant le vote de la Constitution du référendum. Et quand j'ai vu cette influence-là vers le stade, ça m'a fait mal. Je me suis arrêtée. Je vais quand même essayer d'interpeller ces gens. Je me suis arrêtée. Vous tous là, vous courez là-bas, c'est pour aller suivre la musique. Est-ce que vous avez suivi la télé? Vous suivez ce qui se passe sur la Constitution? Eh bon, ils sont venus, ils cherchaient maintenant à savoir ce que moi je voulais dire. Il y a eu maintenant l'influence autour de moi. J'ai attendu les autres qui étaient loin, en train de poser ni Nezole Kakuna. Et les autres ont dit non, on est en train de nous parler de la Constitution. Et c'est là on dit maman babanda salabaki na télévision to voter non. J'étais vraiment flattée, dit c'est que je me suis quand même fait attendre. Mais si c'était dans une démocratie normale, Kinshasa avait voté non contre la Constitution en suivant les messages que j'avais fait passer. C'est que j'avais quand même fait un buzz. Mais comme on est dans un milieu où tout se négocie avec l'argent, même la démocratie, c'est l'argent qui fait parler cette démocratie-là. Alors, vous pouvez faire votre buzz, mais il faut avoir aussi l'argent pour avancer les choses. Monsieur Simon Bonso, est-ce que la loi sur la parité, le code numérique, protège-t-il suffisamment les femmes politiques en ligne? Bon, la loi, de manière générale, est toujours impersonnelle, elle s'applique à tout le monde, elle protège aussi bien les hommes que les femmes. Mais le vrai problème dans notre pays, ce n'est pas les lois, nous faisons de bonnes lois, on fait de bons règlements, mais c'est l'application. Aujourd'hui, on va aller au dialogue. Moi, je disais au cardinal, à l'occasion d'une réunion avec des responsables du mouvement d'action catholique, je suis secrétaire général de la DEC, la postulat des dirigeants, entrepreneurs, cadres catholiques, qu'on va aller au dialogue. Cette initiative de la Synco, de nous amener à un pacte de bien vivre ensemble. On va prendre des résolutions et tout ça, mais est-ce qu'on va les respecter? Le grand problème qu'on a dans ce pays, c'est l'inconstance des acteurs politiques, même sociaux congolais. On prend des engagements ensemble. Après, au moment de les mettre en œuvre, il y a des gens qui ne les respectent pas. Alors, quel mécanisme, moi, le problème, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mécanismes, il y a des garanties qu'on peut adopter pour que tout le monde respecte ce qu'on adopte ensemble?
et que ceux qui ne vont pas respecter, est-ce qu'on peut prévoir des sanctions, hein, pour que les gens puissent avoir peur? J'ai un ami général qui est déjà mort, paix à son âme, qui me disait un jour, mon frère Simon, est-ce que vous connaissez dans ce pays une seule mesure qui a pu être appliquée sans contrainte? Depuis Léopold II, ce qui a été construit ici, c'est parce qu'on a coupé les mains aux gens, on les a chicotés, et depuis que l'État a perdu son autorité, vous voyez ce qui se passe? D'abord, ce sont les dirigeants qui prennent le sens inverse, qui brûlent le feu, qui tuent même les policiers qui règlent la circulation. Mais comment on peut adopter les meilleurs codes numériques du monde? Le code de la route, c'est un très bon code. Hein? Qui va les respecter et qui va les faire respecter? Le leadership, pour moi, la plus grande valeur du leadership, c'est l'exemplarité. Là où l'exemple n'est pas donné par ceux qui adoptent ces lois, qui doivent les appliquer, les autres ne vont pas suivre. Madame Faïda Manguilo, et s'il vous était demandé de proposer des réformes, lesquelles proposerez-vous pour sanctionner le cyberharcèlement politique et sexiste dans le numérique, dans les réseaux sociaux? Moi, je crois que nous avons des textes, mais c'est comme le disait son Excellence Mbosso, c'est leur mise en application. C'est ça le problème. S'il me demandait, je vais revenir sur l'éducation citoyenne. L'éducation citoyenne. Nous protégeons quelles valeurs en République démocratique du Congo? Pas du tout. Nous sommes là un peuple qui navigue. Je vois notre histoire les 25 dernières années, depuis qu'on a mis en place les nouvelles ordres politiques à la fin de négociations politiques intercongolaises. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui en 2026, je ne reconnais pas les acteurs et actrices congolaises. Vous pouvez être avec une personne dans un parti politique ou dans une organisation de la société civile, mais non, ce qu'elle défend, la personne défend aujourd'hui, après une année, elle défend autre chose. Et puis elle te dit que la politique est dynamique. Non, mais la population continue à souffrir. Moi, je crois qu'on doit apprendre à être sérieux pour que notre pays soit respecté. Et là, ça fait partie de vraiment mon cheval de bataille. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec la jeunesse féminine. Et c'est tout le temps, au niveau de mon bureau de consultation, je reçois les jeunes filles. Et j'apprécie l'émission Tribune de la femme. C'est l'espace qu'on m'a offert lorsqu'on m'a désigné, nommé ministre de la condition féminine et famille. C'était à un moment très difficile. La période de transition 2003, juin 2003, mars 2007, j'ai été au gouvernement pendant 7 ans. C'est à cause de cette émission que petit à petit, moins de 3 mois, les femmes ont commencé à fréquenter ce ministère. Parce qu'avant, elles pensaient que c'était un ministère confié à une personne qui vient de la rébellion. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non, on a travaillé sur l'expertise. Je me suis concentrée sur l'expertise. Et l'émission ici, merci beaucoup à Madame Odia, qui m'invitait tout le temps et j'expliquais ce que j'avais comme politique du ministère. C'est pas pour danser. Le ministère du genre, c'est un ministère de développement, c'est un ministère d'éducation citoyenne. Et là, nous avons directement travaillé sur un document de stratégie d'intégration du genre. Je n'ai jamais eu peur de quitter le gouvernement. À un certain moment, en 2004, on a eu des problèmes lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. On a presque jeté de la salive sur un leader politique qui était également mon leader. Mais je vous assure, je n'ai pas eu peur de partir. Parce que moi, je me dis, on est là pour servir la nation. Et on doit continuer à servir la nation, qu'on soit au gouvernement, dans les institutions comme en dehors des institutions. Il y a lieu de se faire un nom. Et je vous dis, il y a beaucoup à faire. Si vous faites le tour de ces pays, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire, alors que les gens se battent ici pour des fonctions. L'argent, vous pouvez toujours avoir l'argent. Beaucoup de politiciens ont eu l'argent. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Ça doit être ancré dans nos esprits en disant « Je dois d'abord travailler pour la population avant de penser à mes propres intérêts. Je préfère mourir pauvre que mourir riche en laissant des problèmes, beaucoup de problèmes à la nation. Madame Anne-Marie Makombo, mais comment soutenir le genre d'émissions comme la Tribune des femmes qui booste les idées
et qui permettent à plusieurs femmes aujourd'hui d'accéder à la politique et de participer à des postes de prise de décision? Je pense que les femmes devraient répondre positif quand on les invite. D'abord ça. Parce que nous avons tendance à nous éclipser, trouver des tas de raisons pour ne pas passer à la télévision quand on vous invite. Il y a ça. Et puis, je dirais que les femmes qui ont les moyens, qui ont accédé à des postes de prise de décision, qui ont certains moyens, de pouvoir aussi faire des dons à cette émission pour qu'on puisse plus spécialiser ça, améliorer l'émission, parce que ça demande de l'argent, parce que nous savons que nos journalistes dans notre pays travaillent avec beaucoup de difficultés, ne sont pas vraiment bien rémunérés, et tout travail pour que vraiment ça puisse atteindre son but, il faut quand même certains moyens. Et on a tendance à les ignorer. Donc, je dirais ça. Et puis aussi, les femmes qui ont certaines idées pour améliorer l'émission, contacter les journalistes de Tribune de femmes et partager les idées, peaufiner un peu, voir comment on peut améliorer l'émission. Mais surtout, moi, je dirais que les femmes qui ont les moyens, même les hommes aussi, de se tourner vers ce genre d'émission et de donner leur apport financier pour que nous puissions aller de l'avant et perfectionner ce genre d'émission qui aide énormément à l'évolution de la femme congolaise. Vous êtes tous ici membres des partis politiques, mais est-ce que les militants de vos différents partis politiques, Madame Babandoa, renforcent leur capacité en matière du numérique? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vend son image, mais on peut également la ternir dans les réseaux sociaux. Oui, là, je crois que tout le monde utilise le numérique. Même la femme connaissant le numérique, c'est transversal, c'est toujours pas le numérique. Mais il y a quand même un effort important à faire pour la formation de la jeunesse dans le numérique, qui est devenu vraiment un outil incontournable pour le développement. Les partis politiques doivent s'organiser pour organiser des séances de formation, de séminaires pour leurs militants dans le numérique. Si vous avez plus de militants dans le numérique, ça facilite même la transmission des messages, la transmission de votre projet de société. Les décisions qui sont prises dans les partis politiques peuvent arriver à l'arrière-pays facilement, sans vous dépasser. Mais il faut avoir ceux qui sont à l'arrière-pays, qui sont formés aussi, qui savent maîtriser aussi ces outils de numérique. Mais tant que nous n'avons pas encore les niveaux élevés, le numérique peut rester l'heure jusqu'à présent. Madame Faïda Mangilo, la pauvreté porte le visage de la femme pendant plusieurs années. Vous avez encadré, vous avez dirigé le ministère qui s'occupe des femmes. Comment faire pour aider cette femme qui, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, elle est coachée pour pouvoir vendre ses articles dans les réseaux sociaux, mais jusque-là, elle n'arrive même pas à utiliser. On parle peut-être de la femme qui est l'élite, qui sait utiliser le téléphone, mais celle de la base, qui n'a pas de réseau, celle de la base, qui n'a pas d'argent, celle de la base, qui ne sait même pas se déplacer pour valoriser le petit produit qu'elle donne au monde avec une sueur peut-être qu'elle ne sait même pas comment retrouver tous les efforts qu'elle a pu fournir. Comment aider cette femme à sortir de ce manque de connaissances sur le numérique? En tout cas, depuis que je suis partie du gouvernement, je suis partie des fonctions politiques, mais je suis sur terrain, jour pour jour. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire avec les organisations féminines de la société civile, parce que j'ai pris congé des partis politiques. Je me dis, c'est une perte de temps. Il faut se mettre en train de travailler pour la population. Et là, nous organisons des formations. On a ensemble avec certaines organisations qui ont mis en place des petits fonds
pour accompagner les femmes. On essaie de faire le tour pour aller sensibiliser, pour aller chercher les moyens, mobiliser les ressources, former les jeunes, parce qu'on peut ne pas le vouloir. On n'a pas grandi avec le numérique, mais nous sommes obligés de nous adapter parce que ça nous facilite beaucoup de tâches. Nous pouvons organiser des réunions à distance, nous pouvons envoyer des éléments et les femmes exercent leur petit commerce, on donne un peu de moyens. Donc, il faut absolument continuer. Mais une chose que je dois souligner ici, lorsque nous mobilisons les ressources au niveau extérieur, nous rencontrons des difficultés parce qu'on nous dit, oui, dans votre bilan, donnez votre rapport financier. On donne. Les Congolais n'appuient pas leurs frères et sœurs. Ils appuient juste pendant les élections. Ils donnent beaucoup de moyens. Mais appuyer les organisations féminines qui sont à la base, une femme à qui vous pouvez donner $100, je vous dis, après une année, si elle joue un bon rôle, vous allez la retrouver avec plus de 2000. Mais nous, on n'a pas cette culture d'appui aux organisations féminines. Et à un moment, on a fait le tour auprès de certaines organisations, institutions. Je vous dis, il y a ceux-là, des dirigeants, qui nous laissaient dans leur salon pour dire « Ok, mon conseiller financier passera pour vous remettre notre contribution ». Je vous dis, on est resté jusqu'à 22 heures. De mensonges, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut promettre quelque chose, vous laisse là, et ça nous cause des problèmes parce que les partenaires extérieurs voudraient quand même voir les Congolais se prendre en charge avec les moyens. Ce ne sont pas des moyens qui nous manquent. Et on voit comment ils les gaspillent. Et on voit comment ils achètent des villas à l'extérieur. Et les enfants maintenant, des gens qui nous ont colonisés, nous ont posé des questions. Nos grands-pères vous ont aidé à construire des églises, vous ont aidé à vous faire scolariser. Mais vous-même, vous êtes incapable de vous aider ou de vous soutenir mutuellement. Donc, je crois qu'on doit revenir sur cette solidarité-là et voir comment soutenir les actions de toutes ces femmes qui sont sur le terrain. Vous les rencontrez. Ne les prenez pas comme des mendiantes. Ce sont des personnes qui nourrissent leur famille en vendant peut-être la braise et tout. Et si vous distribuez des téléphones Android de $50, ça vous coûte quoi? Parce que même les membres de famille se plaignent. Il y a des gens, quand ils montent, il a un peu de moyens, il oublie même toute sa famille. C'est vraiment de l'ignorance en termes de développement. Nous avons l'honneur de présenter cette émission dans le cadre des 25 ans d'existence de l'émission Tribune des femmes. Et nos invités ici ont témoigné de la grandeur de cette émission qui est animée par Madame Christine Lenzo, qui est productrice des émissions, mais également journaliste, présentatrice des informations également à la télévision nationale, et Madame Oudia, une carrière, une histoire, un nom. Alors, Monsieur Mbosso, dans ce beau studio, Fritz, essayez un peu de nous dire, avez-vous déjà été victime des violences verbales et numériques pendant la campagne? Et si les membres de votre parti politique l'ont déjà été, et comment vous avez fait pour soigner cette image-là? Bien, merci beaucoup pour cette question. Si j'ai été victime pendant les campagnes, de manière générale, non. Souvent, ce qui arrive, ce sont des adversaires ou des concurrents. Il y en a qui n'ont pas d'arguments, qui s'attaquent, qui font des attaques personnelles. Moi, ce que je n'ai jamais fait, j'ai toujours dit, et à mes partisans, et aux membres de mon parti, nous ne nous occupons pas des adversaires, nous faisons notre propre promotion. Moi, ma stratégie a été toujours celle-là. Il faut se valoriser soi-même, se vendre soi-même. Quand vous passez votre temps à dénigrer les autres, eux aussi vont commencer à vous dénigrer et ça va être la cacophonie. Et ça, j'ai toujours... En tout cas, éviter cela, moi-même, je ne le fais pas. J'ai toujours interdit à mes partisans, même quand nous étions attaqués, de ne pas répliquer. Je pense que moi-même, aujourd'hui, comme Mme Faïda, en dehors de la politique, j'ai travaillé beaucoup comme consultant. Et dans mon approche même des interventions dans les domaines de la consultance, j'ai choisi de travailler sur le positif.
j'ai toujours eu comme principe que quand on veut changer quelqu'un, travaillez sur ce qui est positif en lui. Quand vous renforcez ce qui est positif en lui, automatiquement vous diminuez ce qui est négatif. Et je crois que même dans notre action pour soutenir les femmes, c'est vraiment... Les gens travaillent plus sur les défauts. Les buzz, comme on l'a dit ici, le buzz est fondé sur ce qui est négatif, généralement, ce qui est normalement des antivaleurs. Mais si nous pouvons, dans nos émissions, comme cette émission et beaucoup aujourd'hui, on dit beaucoup de bien de cette émission, mettre en valeur tout ce qui est positif. Moi, j'anime une émission à Radio Maria, leader et manager. Et peut-être c'est ce que je vais proposer à nos amis qui animent cette émission, c'est de faire, je ne sais pas si c'est possible de faire cette émission à téléphone ouvert. Parce que moi, j'ai fait une émission à téléphone ouvert, quand les gens réagissent, ils interviennent, ils disent des choses qui ne sont pas bonnes ou qui sont bonnes, ils critiquent, ils nous critiquent, nous qui avons assumé des responsabilités dans les pays. Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi? Donc, ça permet d'enrichir et de faire entendre le voix des sans-voix. Les gens qui sont dans les villages, qui sont dans l'intérieur, qui peuvent prendre le téléphone des mamans, qui sont dans les affaires, qui sont dans les métiers de femmes magistrats, de femmes médecins et tout ça, qui puissent parler, disent aussi, parce que ces émissions qui restent entre leaders, entre dirigeants, il y a des choses qu'on n'entend pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas. Madame Anne-Marie Makombo, comment aider non seulement le journaliste à pouvoir communiquer pour changer les choses par rapport à la cybercriminalité dont sont victimes les femmes dans les réseaux sociaux, pas seulement les femmes politiques, mais même une personne lambda, on t'en veut et on utilise le numérique pour ternir ton image. Je pense que, je dirais comme Excellence Mbosso, moi j'ai tendance, quand j'entends ce genre de critique, il faut chercher, fouiner dans la personne, même une petite qualité qu'il a, quelque chose de bien qu'il a, mettre ça en évidence maintenant. Et là, vous le clouez, vraiment vous le clouez par terre, vous l'achevez. Quand vous renvoyez ces critiques par un compliment de sa part, mais un vrai, il ne faut pas dire des faussetés. Quand quelque chose qui le touche, là, vous le neutralisez complètement. Donc, c'est en général, c'est ça ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'en chaque homme, en chaque femme, il y a toujours quelque chose de bien en lui. Et cherchez cette chose-là et balancez-lui, dites-lui, et vous l'anéantissez complètement. Et Madame Babandoa, comment aider les journalistes à améliorer leur communication pour parvenir à une réponse escomptée à travers le numérique? Non, moi je dis toujours, la violence appelle la contre-violence. Quand vous lancez des mots qui blessent les autres, ils vont être appelés à venir réagir. Mais quand vous vous limitez à l'enseignement, à l'éducation, à la formation, je ne pense pas qu'il y aura vraiment des problèmes et des insultes. Et les journalistes, quand ils font correctement le travail d'éducation, je ne pense pas qu'ils ont quand même des problèmes d'être attaqués. Même nous, les hommes et les personnalités politiques. Si nous passons notre temps à insulter, à critiquer les autres, nous devons nous attendre à des réactions de la part de ceux-là. Mais quand vous parlez de la société, comment la société doit être, comment les choses doivent évoluer d'une manière objective, je pense qu'il y aura moins d'insultes. Et de toutes les façons, il y a quand même la réglementation aussi qui doit s'appliquer. Il faut que la loi s'applique. Quand vous avez insulté quelqu'un, la loi doit s'appliquer. Quand vous avez calomnié quelqu'un, il faut que la loi s'applique. Et là, nous demandons que les magistrats s'impliquent. Et quand tu te sens humilié, saisis la justice pour que prochainement, quelqu'un d'autre ne puisse pas t'humilier encore davantage. Madame Faïda Mwangiloa, est-ce que les femmes peuvent parvenir réellement à transformer cette présence numérique en pouvoir d'influence réelle?
Je vous dis, c'est possible, mais tout dépend de la volonté et de la vision qu'on a. J'ai dit tout au long de cette émission, il faut être l'acteur et l'actrice du changement qu'on veut. Je vais vous citer un petit cas parce que ces derniers temps, les gens vous parlent d'assainissement de la ville de Kinshasa. Ça fait 20 ans. J'étais ministre en 2006. J'étais ministre, je suis allée habiter à Kitambo dans un coin. Vraiment, c'était très sale. Mais j'avais un peu de moyens, mais je travaillais seule jusqu'à aujourd'hui. Le matin, je me réveillais, je prenais ma bêche chaque samedi. Et j'ai travaillé le long de la route. Et actuellement, c'est des fleurs qui sont là. Ça fait plus de 5 ans, des fleurs. Et nous avons mis en place un syndicat des habitants de quartier Nganda. On a travaillé, nous-mêmes, on a mobilisé les ressources avec les voisins, des voisins qui sont à l'extérieur du pays, mais qui ont des habitations. Nous avons construit le pont qui mène vers le centre de comptabilité. Un pont qui nous a coûté 40 000, pas des politiciens, des citoyens du quartier, les uns $100, $50 et tout. Mais ça fait quoi? Ça fait du bien. Et tout le monde dans mon petit coin me respecte pour cela. Donc, et je publie régulièrement. Quand je fais les sports, je publie à travers Facebook, voilà. Vous pouvez travailler sur votre corps, mais en faisant aussi du bien aux autres. Quand les gens passent, me voient en train de travailler, ça ne me coûte absolument rien. Mais je donne le bonheur aux gens qui prennent, des jeunes qui viennent prendre des photos, s'asseoir en dessous des arbres, ça fait du bien. Voilà, il faut agir par le bien. C'est ça notre appel. Et d'ailleurs, au sein de cette émission Tribune de la femme, on n'a jamais critiqué, jamais. Vous verrez, Madame Odia, Madame Christine, vous provoquer des sujets parce qu'il y a des journalistes qui sont spécialistes à ça. Ils évoquent des sujets pour vous pousser à injurier les gens. C'est pas ça le journalisme. Nous, à la Tribune de la femme, on agit par rapport au bien de tout le monde. Jamais des critiques, jamais des injures. Donc, voilà. Monsieur Mbosso, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour une participation politique accrue de femmes en RDC? Moi, qu'est-ce que je peux proposer? C'est quelque chose qui ne vient pas de moi, qui vient du débat de l'émission que j'ai fait avec Radio Maria. Leadership de qualité, citoyenneté exigeante. Je crois que ça fait deux choses très importantes dans ce pays. Pour que les femmes leaders puissent faire preuve de qualité qui va permettre qu'on les prenne en exemple. Et il faut que les autres femmes qui ne sont pas des dirigeants, ce qui nous manque dans ce pays, c'est que les citoyens ne sont pas exigeants. L'exemple que vient de donner Mme Faïda. Mais les gens qui laissent les saletés se faire, qui laissent les... Quand je vois un petit pays comme... peut-être pas utiliser des mots de petit pays, un pays comme le Kenya, qui par rapport à notre pays, mais ces gens n'ont aucun minerai. Vous arrivez à Nairobi aujourd'hui, la propriété, la salubrité, l'état des routes, vous ne voyez aucun papier nulle part, et surtout pas une bouteille. Il faut voir la qualité de l'aéroport, ces gens-là. Mais pour moi, ce sont les deux choses. Leadership de qualité, les citoyens exigeants. Les gens n'attendent que les élections pour venir sanctionner les gens qui travaillent mal. Mais pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils font mal, vous ne dites rien. Il y a un exemple qui nous a été donné dans les téléphones ouverts. Il y a un député qui vit dans un quartier un peu populaire. Il y a des mamans qui sont allées, il y a deux, ils sont allés pour le voir le matin. Il sort avec sa voiture, il dit « je n'ai pas le temps ». Le lendemain, ils sont venus à 10. Et sur le lendemain, je crois 40, ils ont bloqué la route. Et vous allez nous écraser aujourd'hui avant d'aller là où vous allez. Il a dû s'arrêter, sortir et discuter avec ses mamans. C'est ça les mamans qui sont majoritaires. Vous avez souci pour faire rigoler un peu nos auditeurs et auditrices. Un jour, j'ai travaillé, je vois un monsieur à 6 heures. Il vient pisser là-bas, 6h30. Il pisse et moi, je viens me mettre devant lui.
Il enlève, mais vraiment, il dit, ça je n'ai jamais connu. Comment je suis en train de pisser et tu te tiens devant moi? Moi je dis, c'est pas ici qu'on pisse. Tu pouvais me demander la toilette, je pouvais aller. Chez moi c'est là-bas, viens, tu vas aller pisser. Et puis il sort, il parle avec un autre passant, il dit, je rentre à la maison. Ce que je vois aujourd'hui, ça c'est 2013, hein. Ça je n'ai jamais vu. Tu pisses et une femme est venue se mettre là debout. Peut-être je vais mourir, je rentre. Donc il faut éduquer les gens à travers les exemples. Fini. Plus de gens qui viennent pisser là-bas. Mais comment changer? Formons nos citoyens à être exigeants. Des changements, moi je suis consultant dans le domaine de la conduite des changements. Tous les experts vous disent la première chose, il faut créer un sentiment d'urgence, d'insatisfaction. Nous sommes contents d'être dans des situations d'insatisfaction, d'insalubrité, des situations où vous arrivez à avoir des moustiques parce que les gens jettent des ordures partout. Les embouteillages dont nous prenions, c'est d'abord un défi de comportement. Hein? Un défi comportemental. Les gens qui ne respectent pas le code. Hein? Et quand vous leur faites la remarque, ils vous injurient. Oui. Et personne ne se révolte. Hein? Un sentiment d'insatisfaction et d'urgence. 2, il faut créer une coalition favorable au bien. Pour que les gens... Parce que vous ne pouvez pas tout seul. Ce qu'elle a fait, maman, bon, mais vous pouvez le faire dans une échelle très limitée. Oui. Mais pour que ça puisse s'étendre, il faut créer des coalitions partout, avoir une masse critique qui permet de changer les choses. Voilà, nous vous disons merci. Nous remercions également les invités qui ont accepté de répondre à cette invitation dans ce beau studio. Madame Anne-Marie Makombo, merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Pouvoir s'exprimer, donner son point de vue, partager, ce fut vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Simon Bosso Kiamputu. Vous êtes ancien député, consultant, ancien ministre, acteur politique. Merci d'avoir accepté. Merci, je suis le plus heureux d'être le seul homme bien genré dans cet espace. Madame en tout cas, j'encourage la maman. Moi, je vais contribuer de toute façon. Merci beaucoup, Madame Odette Babadoa. Oui, en tout cas, je suis en train de accepté. féliciter Madame Lezo, Madame Odia pour tout le travail qu'elles ont abattu pour la République. Et nous croyons que la République restera reconnaissante vis-à-vis. Madame Faïda Mwangiloa. Merci. Merci beaucoup à l'Allemagne. J'aime beaucoup les fondations allemandes, la fondation Konrad Adenauer, la fondation ACD, la fondation Friedrich Ebert. C'est fantastique avec ces studios. Ça vous donne le goût d'y rester et de faire sortir tous les éléments à l'intention des auditeurs et auditrices. Vous n'avez plus regardé l'heure. En tout cas, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci pour ce beau studio. Merci pour l'ambiance. Et merci à Tribune des Femmes pour l'invitation. Et on se dit au revoir. Et à la prochaine, si Dieu le veut. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Production, John Macassi. Régie, Constantin Grund.